L'ORES a pour mission l'amélioration de la réussite étudiante. C'est un lieu de convergence pour les acteurs et les actrices du collégial et de l'université. Et on cherche à valoriser les savoirs actuels, tant scientifiques qu'expérientiels, autour de la réussite étudiante. Avant d'introduire le thème du webinaire et de vous présenter les panélistes, je vous donne quelques informations techniques. Comme on est en mode webinaire, c'est normal que votre micro et votre caméra soient fermés. On vous invite donc à utiliser l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom pour poser vos questions aux panélistes tout au long des présentations. Par contre, on va répondre aux questions seulement à la fin, à la toute fin de toutes les présentations. Il y aura une période de questions-réponses. Donc, vous pouvez les écrire dès que vous les avez en tête et on y répondra vers la fin. C'est également possible qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions, malheureusement. Donc, on s'excuse à l'avance. Le webinaire est enregistré. L'enregistrement va être rendu disponible, tout comme les documents de présentation des panélistes, sur le site de l'ORES. Lorsque ce sera en ligne, vous allez recevoir un courriel pour vous aviser que c'est disponible. Alors, ce webinaire découle du dernier dossier thématique de l'ORES lancé en octobre dernier et intitulé Formation continue en enseignement supérieur, des parcours de réussite étudiante. Dans ce dossier, on traite entre autres du cloisonnement des services de formation continue et de l'enseignement régulier et des conditions favorisant la réussite en formation continue. Le fait d'effectuer un retour aux études une fois adulte, est-ce que ça peut être un facteur qui favorise la réussite? Y a-t-il des éléments qui peuvent plutôt freiner la réussite des personnes étudiantes adultes? Ou de manière générale, quels facteurs organisationnels influencent la réussite en formation continue? Donc, ce sont des questions qui nous ont animés, qui nous ont inspiré ce webinaire-là et l'invitation de nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, on cherche à éclairer ces questions, à offrir des éléments de réflexion à toute personne qui s'intéresse aux questions de formation continue en enseignement supérieur et de réussite des adultes en général. Alors, avant de commencer l'activité, je prends quelques minutes pour vous présenter nos panélistes. Alors, Sophie Bessel est conseillère pédagogique à la formation continue du Cégep Marie-Victorin. Depuis janvier 2023, elle y est responsable des cours de la formation générale et du centre d'aide de la formation continue. Titulaire d'un baccalauréat en littérature de langue française, elle a par la suite orienté sa carrière vers le domaine de l'enseignement, notamment en complétant un micro-programme de formation à l'enseignement postsecondaire et une maîtrise en didactique des langues secondes. Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle œuvre à mettre en place des initiatives favorisant la réussite des personnes étudiantes au parcours atypique. Martine Gélina est coordonnatrice des services à la communauté étudiante à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle possède un baccalauréat en enseignement au secondaire de l'Université de Sherbrooke et est actuellement étudiante à l'UQAP au certificat en gestion des ressources humaines. Elle valorise la formation continue pour son développement professionnel. Dans le cadre de ses fonctions à l'UQAT, elle se concentre sur la mise en application du plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, le PASM, et de la politique de conciliation famille-études de l'UQAT, en plus de soutenir différentes actions de l'équipe en lien avec la réussite et la persévérance scolaire. Jonathan Martel est professeur de multimédia au Collège de Maisonneuve depuis 2011, où il a enseigné pendant 12 ans à la formation continue. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, option andragogie, à l'Université de Montréal, ses travaux de recherche portent principalement sur les enjeux éducatifs de la formation continue collégiale, les pratiques éducatives à la formation continue, l'ingénierie de formation technique, les trajectoires de carrière du corps enseignant, les parcours des étudiants et étudiantes qui font un retour aux études, ainsi qu'à la transposition didactique en formation technique. Depuis 2024, il réalise un mandat de spécialiste en élaboration des programmes d'études techniques au ministère de l'Enseignement supérieur. Et finalement, Mohamed Meïté est étudiant au doctorat en génie minéral à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Spécialiste en environnement et développement durable, il a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Il possède une maîtrise en écologie, un DESS en ressources naturelles et environnement et un DEA en chimie, santé et environnement obtenu en Côte d'Ivoire. Il est présentement inscrit au doctorat en génie minéral à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et travaille notamment sur le projet Site oxydé du ministère des Ressources naturelles et forêts du Québec. Père de deux adolescents, il est membre du comité consultatif Conciliation Famille-Études de l'UQAM. Alors, bienvenue à tous nos panélistes et sans plus attendre, je cède la parole à notre premier panéliste, Jonathan Martel. Oui, je vais juste demander l'autorisation pour partager. Donc, je ne peux pas partager puisque quelqu'un partage.
tout. Ah, voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire. Donc, mon rôle comme premier panéliste, c'est un peu de dresser le portrait général et global de la formation continue, principalement collégiale. C'est vraiment mon domaine d'expertise, c'est ce que je connais le plus. Donc, ma thèse portait spécifiquement sur les enjeux puis les pratiques éducatives de la formation continue. Donc, je vais essayer de présenter de façon globale le portrait de la formation continue collégiale, de comprendre un peu les spécificités puis le contexte éducatif et ramener quelques petits éléments là, donc à retenir qui m'apparaissent importants dans le cadre du séminaire ou du webinaire qu'on a ensemble aujourd'hui. Bien entendu, pour l'ensemble des intervenants du collégial, pas nécessairement grand-chose que vous allez apprendre là, mais plus en avoir une synthèse des éléments présents et qui vous permettront peut-être d'approfondir votre réflexion à cet égard. Donc, la formation continue collégiale au Québec, en fait, c'est un choix qui est surtout basé sur l'intérêt. En fait, la recherche démontre que le choix de retourner en formation technique, notamment en formation continue, c'est en fonction de son rapport à l'école, ses expériences, son niveau de diplomation actuel et bien entendu les sources de financement disponibles. Plusieurs de nos étudiants ont déjà des baccalauréats, certains ont des maîtrises, certains n'ont pas de diplôme antérieur et l'opportunité de retourner en formation continue au collège vise surtout donc à faire l'acquisition de compétences techniques pour des professions type développeur web, technicien en comptabilité, en bureautique, etc. Donc, la formation continue, donc c'est le niveau postsecondaire au collégial et octroie donc deux types de diplômes distincts. Les AEC qui sont spécifiquement donnés en formation continue et puis les diplômes d'études collégiales qui sont aussi des diplômes que certaines formations continues offrent. Euh, on a le portrait là est assez flou. On aurait entre 400 et 1000 programmes d'AEC qui sont offerts au Québec actuellement et c'est très, très, très variable selon les sources. Les sources plus proches du ministère parlent d'autour de 1000 programmes. Il inclut les collèges privés, ce que j'ai pas fait comme recension. Quand on parle des collèges publics, on parle autour de 400 programmes. Donc, quelque chose comme 40 en administration qui varie énormément du nombre d'heures, mais qui regroupe certaines compétences qui des fois sont partagées. 47 établissements publics ont un service de formation continue. Pour du côté privé, j'ai pas fait la compilation, là, mon étude, puis mes intérêts portent spécifiquement sur la formation continue collégiale, mais au niveau des cégeps publics. La majorité des formations continues ont des petits volumes de formation, donc ça oscille entre 80 et 1200 étudiants. Il y a 4 ou 5 services de formation continue qui sont au-dessus de 800 étudiants annuellement là, qui sont reconnus, mais la plupart ont des effectifs autour de l'ordre de 2 à 300 étudiants. Selon les données, puis selon les années, bien entendu, là, c'est un petit peu variable. Euh, on peut penser qu'en 2020, 21, 22, les nombres étaient un peu plus élevés que ça pour la grande majorité avec beaucoup de programmes de financement, mais qu'il va se restabiliser à partir de, donc, dans les prochaines années, notamment en raison du type de financement qui est octroyé aux formations continues. C'est-à-dire, on travaille avec des enveloppes de financement fermées. Donc, on a un nombre par établissement, on a un nombre limité d'étudiants qu'on peut accueillir. C'est pas des enveloppes ouvertes. Donc, ça fait que ce chiffre-là est assez stable en formation technique, du moins là, d'année en année. Et c'est entre, ben, on va le voir, là, mais 22 000 et 25 000 étudiants en formation technique à la formation continue. Donc, plusieurs programmes d'AEC sont offerts, on en a parlé. Les formations, donc, certains sont de formation initiale, donc, c'est-à-dire de réapprendre complètement les compétences propres à une nouvelle profession, ou bien quelques-unes sont de perfectionnement, donc de plus courte durée, et qui viennent travailler sur des aspects spécifiques et qui requièrent avoir une expertise déjà reconnue dans un domaine. Donc, les AEC, c'est souvent d'initiatives et d'implantation locale. Donc, l'élément propre aux AEC par rapport au DEC, bien entendu, c'est que ce sont les collèges qui les développent, bien entendu avec une autorisation ministérielle, mais les collèges peuvent développer des AEC dans leur domaine de spécialisation. Ils peuvent aussi en faire l'achat. Donc, le développement local, il y a aussi l'achat et le prêt et l'échange d'AEC entre collèges qui est aussi possible. Et il y a la possibilité, il y a quelques AEC de niveau national qui ont été soit développés par le ministère ou soit développés en consortium ou en partenariat.
Donc, on a parlé des enveloppes fermées qui donc bloquent un peu le développement de la formation continue et son potentiel. Donc, on parle là, la recherche, là, juste pour finir avec le financement, la recherche montre qu'il pourrait y avoir au-dessus de 15 fois plus d'étudiants qui fréquentent la formation continue collégiale si on était financé à des taux un petit peu plus élevés et si l'organisation permettait une plus grande souplesse. Faut comprendre la formation continue, surtout dans une perspective de formation technique et professionnelle. L'UNESCO fait de la formation professionnelle et technique un des instruments qui dit les plus puissants pour permettre à tout membre de la communauté d'affronter des nouveaux défis, de trouver leur rôle, de s'émanciper et de retourner dans un rôle pas nécessairement productif en termes de production ou d'efficacité de produire des choses, mais dans une vision plus large d'une vision émancipatrice qui permet de retrouver un rôle social à l'intérieur, donc en adhérant à un nouvel emploi, à des nouvelles compétences. D'autant plus qu'elle vise des objectifs beaucoup plus larges que simplement la formation, mais notamment des objectifs de développement durable avec l'intégration des personnes pauvres, marginalisées, n'ayant qu'un peu de compétences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation continue collégiale, dans la grande majorité des cas, c'est très peu cher. C'est vraiment, vraiment abordable. On parle de quasi-gratuité, là. On parle de 150 à 200 dollars de frais de scolarité annuellement ou par session, là, dépendamment des programmes qui sont faits. Donc, les formations continues ont cette capacité d'adhérer puis de répondre spécifiquement aux besoins des marchés du travail. Ils sont capables d'adapter leur curriculum de formation beaucoup plus rapidement, souvent que les universités ou même que la formation générale ou la formation régulière au collégial. Donc, si on fait un portrait rapide des étudiants de la formation continue par rapport à ceux du régulier, bien entendu, ils sont beaucoup plus âgés. On parle d'une moyenne d'à peu près 32 ans. Ils ont un bagage et des expériences complètement hétérogènes, et souvent des responsabilités familiales, comme Mohamed va vous en parler, lui, pour l'université, mais c'est très fréquent aussi au collégial. Et la finalité, c'est majoritairement pour l'emploi, bien que d'autres retournent à l'université ou poursuivent des études subséquentes. Euh, Leur scolarité initiale est très, très, très variable. Avec plusieurs interruptions d'études. Et souvent, ils ont des diplômes très, très, très variés. Donc, on a des étudiants qui ont déjà des maîtrises, qui ont des baccalauréats, qui ont déjà des DEC, qui ont déjà des AEC, ou qui ont échoué. Quand je dis échoué, qui n'ont pas terminé un de ces parcours-là et qui sont là et qui se retrouvent ensemble dans une même classe, dans un même groupe, ce qui est rarement le cas, en fait, au régulier. On parle à peu près 25% des étudiants qui sont inscrits en formation technique au Québec qui sont inscrits dans un service de formation continue. Annuellement, ça oscille entre 22 et 25% globalement année après année. Donc, ça dépend vraiment là, des éléments comme le financement et les enveloppes. Ils ont des parcours de vie complètement différents et très, très, très hétérogènes. Désolé pour la traduction, là, c'est mon Sankey est en anglais parce que je l'ai présenté dernièrement puis j'ai pas eu le temps de le refaire en français. Mais globalement, dans mon étude doctorale, ce que j'avais fait notamment, c'est d'étudier le parcours de vie de ces étudiants-là, en essayant de caractériser leur parcours scolaire puis leur parcours de vie d'adulte pour essayer de trouver des caractéristiques qui étaient assez similaires ou communes. Et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près tout le monde, peu importe le parcours de vie qui a été super linéaire dans à peu près un seul domaine de formation avec un seul domaine professionnel, conduit aussi à retourner aux études, tandis qu'il y a des parcours qui sont beaucoup plus rocailleux, avec des retours multiples aux études qui aussi aboutissent à des parcours de formation continue collégiale. Et c'est pas nécessairement le bout de leur formation ou le bout de leur parcours de formation. Donc, de manière générale, ce que c'est basé sur les données que j'avais pour mon étude, qui retourne à l'école à 20, 40, 60 ans. Parce que oui, des fois, on retourne aussi en formation continue collégiale à 60 ans. Un petit peu plus rare. En fait, mais ça arrive. Tout le monde. Et majoritairement, c'est des gens qui sont dans un faible état de reconnaissance et de précarité socio-économique. Ils savent plus quoi faire de leur vie, ils se projettent plus dans la carrière qu'ils ont présentement. Et cette carrière-là peut être aussi prestigieuse, si on peut le mettre comme ça, que le droit, ou aussi plate que vendeur dans sur le plancher directement, puis que ça leur appartient comme plus. Ils sont plus capables de faire sens de cette façon de faire-là. C'est propulsé par l'insatisfaction, l'opportunité, une personne extérieure
Donc, il y a souvent un moment déclencheur qui arrive de cet épisode-là de non-reconnaissance, et ils ont déjà parlé que c'était un projet possible. Ça fait 4, 5, 6 ans, 10 ans qu'ils veulent retourner aux études ou qu'ils ont ça en tête. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur parle d'un programme, d'un projet, d'une bourse, d'une perspective, et là, le déclic se fait et ils prennent la décision de retourner. Le tout est bien entendu fondé sur un rapport. En fait, ça serait l'absence de rapport négatif à l'école. Parce qu'ils n'ont pas toujours un rapport positif à l'école, surtout s'ils ont abandonné des études antérieures, mais ils voient, ces étudiants et étudiantes-là voient toujours dans l'école ou dans l'institution scolaire un- une possibilité d'améliorer leur sort. Puis il y a toujours ce que je parlais tout à l'heure du désir latent du retour aux études. C'était présent dans tous les entretiens que j'ai faits. C'est 26 étudiants et gradués qui m'ont toujours dit, j'avais déjà pensé à ça. Ça faisait longtemps que, et j'en avais parlé autour de moi. Et c'est bien entendu favorisé par des conditions socio-économiques propices, notamment les programmes avec Service Québec, pratique paraf, peu importe le programme, c'est quand même assez important. Ben, notamment juste dans l'aide financière aux études qui permet de faire un retour à temps plein aux études, c'est quand même des choses qui ont été nommées comme étant favorables. Le contexte éducatif, comment il est organisé, puis est-ce qu'il est organisé pour soutenir l'intégration des adultes, je le sais toujours pas, malgré que j'y sois depuis longtemps. On parle de formation intensive, surtout pour les formations à temps plein, avec des cheminements 12 mois, donc consécutifs. C'est une session après l'autre, avec des fois une semaine ou pas de pause entre les sessions. On dispose de peu de flexibilité dans la majorité des programmes. Au Québec, on organise nos formations basées sur des programmes et non pas des cours. C'est très difficile d'aller choisir, contrairement peut-être à l'université où on peut prendre un 3 crédits par-ci, un 3 crédits par-là, puis de compléter un certificat. Mais au collégial, c'est très difficile d'aller faire ces choix-là. Oui, il y a des parcours en reconnaissance des acquis et des compétences, mais ils sont pas disponibles dans tous les collèges, sont pas disponibles pour tous les programmes. Donc, c'est pas toujours envisageable. Et beaucoup de programmes sont donnés à temps plein. Et là, c'est très, très difficile. On a des règles comme 25 heures par semaine. Il faut demeurer à temps plein pour avoir accès aux pré-bourses. Il y a toutes les histoires de préalable dans les cheminements qui sont prescrits qui rendent les études sur des plus longues périodes, comme par exemple un cheminement 4 ans ou 5 ans pour un deck technique, est à peu près impossible à étirer sur un AEC qui n'a pas été conçu pour ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que les étudiants ont un faible lien avec l'institution scolaire, puis ont plutôt une solidarité intergrade, donc avec le groupe ou avec des sous-groupes à l'intérieur de leur cohorte, et avec les enseignants. Donc, ils traversent le collège, ils traversent les institutions comme un centre d'achat pour aller à un commerce spécifique qui est leur classe, qui est leur groupe, qui est cet élément-là. Et c'est pas anodin, ils ont peu de liens au collégial, là, dans mon étude notamment, là, ils ont peu de liens avec l'institution qui est le collège. Ils voient à peu près personne, ils rentrent, ils vont à leur cours, ils restent dans leurs locaux, ils parlent à leurs profs et après ça, ils quittent. Ayant une autonomie qui est variable, mais qui est présupposée par les enseignants. Quand on regarde les modèles andragogiques, on dit un adulte est autodéterminé et a une grande autonomie dans ses formations, dans sa capacité d'apprentissage, mais c'est pas le cas pour tous. Et c'est souvent présupposé de la part des enseignants. Et ça, c'est une dimension de la réussite qui devrait être soulignée. Ils sont en présence d'enseignants qui ont des bagages aussi hétérogènes que les leurs. On parle d'enseignants de seconde carrière au collégial. Souvent, ils ont été surtout dans le secteur technique. Ils ont été des professionnels d'un certain domaine. Ils ont fait 36 000 métiers. Ils ont toutes sortes de formations. Ils viennent de toutes sortes de places. Ils sont bien sûr embauchés sur la base de leurs compétences techniques. Ça requiert aucune formation pédagogique, un peu comme à l'université. Mais pour eux, ils ont souvent peu d'expérience comme enseignants, mais aussi comme étudiants en formation technique ou étudiants adultes. Donc, les enseignants à la formation technique ont rarement fait eux-mêmes une technique. S'ils sont allés au collégial, ils ont fait un pré-universitaire. Après ça, ils sont allés à l'université. Pourquoi? Ben, un des critères d'embauche pour la majorité des programmes, c'est de détenir un baccalauréat ou de détenir une maîtrise dans une discipline qui est qualifiante. Donc, souvent, ils n'ont pas l'expérience de la formation technique. Donc, là, un de mes intérêts, c'est la transposition didactique.
Et c'est quand même difficile. Ils ont à apprendre ce métier-là que de transposer leur matière sans avoir fait le parcours, ces éléments-là. Peu de recherche et souvent dans la recherche, les étudiants adultes puis les profs aux adultes sont ignorés ou sont complètement enlevés des groupes en disant ah non, mais ça représente pas notre recherche, fait qu'on a enlevé les adultes, ce qui est un fait pas anodin, pas anodin. Donc, les pratiques éducatives, je le fais très rapidement parce que je commence à être à bout de temps. Donc, il est très variable en fonction de l'expérience des enseignants. Donc, j'ai nommé 4 phases. Là, ça sera dans ma présentation si jamais ça vous intéresse plus. Beaucoup basé sur la reproduction ou le mimétisme. On enseigne comme on a été, comme on a aimé être enseigné. Donc, quand on n'a pas vécu la formation technique, c'est plus dur de se placer dans ce modèle-là. Plutôt fondé sur un modèle de transmission qu'un modèle d'accompagnement ou un modèle andragogique. L'andragogie, c'est pas quelque chose qui est connu de la part de la majorité des enseignants. Euh, les profs ne se soucient ou très peu de l'expérience antérieure des étudiants. Donc, on présuppose qu'ils sont à peu près tous connaissants de la même façon, qu'ils ont à peu près tous le même type d'autonomie, puis on travaille pas nécessairement autour de ça. Et la majorité des profs, comme les étudiants, ont un faible lien avec l'institution scolaire et avec les collègues. C'est un petit peu comme des chargés de cours universitaires. Ils rentrent, ils donnent leurs cours, ils ressortent. Et il y a cet élément-là dû au fait qu'il n'y ait pas de département à l'organisation du travail, la rémunération des enseignants aussi concourt à aller là. Et ils perçoivent les étudiants comme des grappes, sans expérience, sans bagage, ayant des problèmes d'adultes. Et ça, on me le dit souvent, les problèmes de jeunes, ça se gère, mais des problèmes d'adultes, c'est beaucoup plus difficile. Quand j'ai un de mes étudiants qui vient me raconter qu'il est en plein divorce et que moi, je vis peut-être la même chose que lui, ou qu'il a des enfants, puis qu'il a des problèmes avec ses enfants, puis que moi, j'en ai pas, c'est beaucoup plus dur de les accompagner. Donc, quelques éléments à retenir. Dernière diapo, je prends pas plus de temps, Audrey. Un parcours complexe, riche et ardu, autant des enseignants, des étudiants, et il faut reconnaître cet élément-là. Peu de connaissance du contexte institutionnel de la part des enseignants, mais aussi des étudiants. Des pratiques éducatives qui sont fondées plutôt sur le mimétisme. Puis c'est étrangement convergent. Ce qui était vraiment intéressant, là, j'avais 7 profs dans mon échantillon qui n'ont pas, qui ont pas été formés de la même manière, mais ils enseignent à peu près tous de la même façon. Expérience des étudiants qui est dans le fond, moins pris en compte que l'expérience des enseignants. Une reconnaissance implicite des enseignants qui reconnaissent le parcours ardu, les difficultés chez leurs étudiants. Donc, et une relation éducative qui relève plutôt d'un modèle pédagogique de transmission que d'un modèle andragogique, notamment parce qu'ils ne sont pas formés en andragogie. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour la présentation. On enchaînerait avec Sophie. Parfait. Donc, je vais partager mon écran ici. Est-ce que... Ouais, je pense que vous voyez bien mon écran, ça va. Ok, désolé. Le plein écran. Bonjour. Ben déjà, merci, Jonathan. Évidemment, comme je travaille dans un cégep, dans une formation continue collégiale, ça me parlait beaucoup là, de ta présentation. Et puis, avant de commencer, ben, j'aimerais juste remercier ben, Laurence pour l'invitation. Et j'aimerais aussi saluer là, mes collègues qui travaillent de près ou de loin avec moi au cégep, puisque ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le fruit là, de toute notre collaboration. Puis un petit bonjour à notre belle communauté étudiante aussi, source de motivation, d'inspiration au quotidien. On continue. Alors, un petit mot rapidement, c'est important de mentionner que on fait partie à Marie-Victorin d'une des grandes formations continues là, que Jonathan a mentionné. Et plus spécifiquement, je travaille à l'éducation permanente. Donc, c'est ce que vous voyez en jaune. Mais on a d'autres domaines dans notre formation continue également. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne l'éducation permanente. À l'éducation permanente, on offre des DEC et des AEC. Donc, Jonathan le mentionnait que certains vont l'offrir. Donc, nous, on offre également des DEC de soir à temps complet, à temps partiel. Ils sont tous en présence. Par contre, du côté des AEC, on offre du
du temps plein, du temps partiel, des formations en présence et certaines formations en ligne à 100% également. Ce qui fait qu'on a un éventail là, de profils auxquels répondre. Toutefois, il y a certains besoins communs qu'on a identifiés dans l'ensemble de la communauté étudiante. Donc, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant, puis ensuite, je vais vous présenter plus en détail là, les solutions qui ont été mises en place. Donc, tout d'abord, ben, des défis au niveau des disciplines, notamment en formation générale. euh, le français, la philosophie, l'anglais. On a quelques programmes d'AEC qui ont également des cours de français et d'anglais, donc on va leur répondre en même temps. Les lacunes sont parfois importantes étant donné le parcours atypique ou les échecs passés. Et c'est pas rare là, que le français est une deuxième ou une troisième langue parlée. Donc, on a mis en place depuis longtemps des services de tutorat individuel. Ensuite, il y a des défis au niveau de tout ce qui touche au métier d'étudiant. Vous en avez des exemples ici. Ce qui est mis en place chez nous, donc, c'est une programmation d'ateliers qui sont offerts par notre centre d'aide de la formation continue. Et puis, très important, on a parlé des enjeux là, par rapport aux chargés de cours. Donc, l'équipe de conseillers pédagogiques offre des capsules pédagogiques à chaque session au personnel chargé de cours. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Autre défi, donc la compétence numérique, donc l'utilisation des outils de base, c'est pas toujours maîtrisé. Je suis certaine que vous le vivez aussi de toute façon. Donc pour ça, on a du tutorat individuel et également là, une portion de notre programmation d'atelier au centre d'aide. Finalement, ben, nos étudiants sont des personnes qui ont des horaires chargés, qui concilient souvent études, travail, famille. Alors, c'est très important pour nous d'offrir la flexibilité, de l'ouverture, puis on s'assure d'offrir nos services en présence et à distance sur Teams également pour répondre à tout le monde. Ici, vous avez un petit portrait là, de quelques capsules pédagogiques qui ont été offertes au personnel chargé de cours dans les dernières sessions. On sait que ces personnes enseignantes sont des intervenants de première ligne, donc c'est vraiment important pour nous là, de les accompagner là-dedans. On est dans un format de 90 minutes en général en fin d'après-midi. Et point important, ben, les chargés de cours sont rémunérés pour participer aux capsules pédagogiques au taux unique conventionné. Donc, on ratisse large dans les thématiques, l'enseignement des stratégies de lecture, d'écriture, l'intégrité intellectuelle, l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'interaction interculturelle, stratégie d'évaluation, correction de la langue, gestion du stress, l'anxiété, la communauté étudiante, etc. Aussi pour aider le personnel chargé de cours, pour l'épauler et pour répondre aux besoins de notre communauté étudiante, on a mis à jour notre guide de méthodologie l'année passée. Il datait de presque 10 ans déjà, donc il y avait beaucoup de choses à mettre à jour. Donc, on y présente, par exemple, les parties d'un travail, un exemple d'un travail qui a été commenté. On présente la citation des sources, comment faire la bibliographie. Et puis, on présente les différentes ressources du Cégep également. Si jamais ça vous intéresse, il est disponible en ligne sur notre site Internet dans la zone étudiante de la formation continue. Depuis l'an passé environ aussi, on a mis en place un test diagnostic d'habileté numérique. Je vous explique. En fait, ça a été instauré d'abord pour les programmes à distance parce qu'on avait observé parfois des difficultés au niveau des habiletés numériques trop tard dans le parcours scolaire. Donc maintenant, une fois que la personne est admise, mais avant le début de la session, on lui demande de remplir le test diagnostic. Et puis, c'est important, là, on leur précise que ça n'a pas d'impact sur leur admission. C'est plutôt pour les aider à bien comprendre leur niveau d'habileté numérique, ce qui est attendu également. Puis ensuite, ben, de leur offrir le meilleur soutien possible là, pendant leur parcours académique. Donc, selon le résultat qu'ils vont obtenir, ben, ils peuvent être orientés vers les services d'accompagnement de notre centre d'aide, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail là, dans un instant, mais qui sont toujours complètement gratuits.
Pour ce qui est des programmes d'AEC, on a plusieurs activités d'aide à la réussite là, qui sont instaurées dans les programmes d'AEC. Et puis, dans le fond, ce qui est important de dire, c'est que ça a été uniformisé dans les dernières sessions. Donc, quand on parle des programmes de formation intensive de jour en présence, dans le cadre de leur horaire, dans la première semaine, il y a une séance d'accueil qui est prévue, un atelier numérique et un atelier de méthodologie de travail. Et pour les formations à distance de soir, donc ils ont aussi une séance d'accueil ainsi que deux ateliers numériques. Si je reviens sur la formation intensive de jour, donc les horaires sont maintenant faits en sorte qu'ils ont tous une pause commune le mercredi après-midi pour permettre là, de mettre en place certains ateliers ou qui puissent, dans le fond, recevoir du tutorat ou même organiser des activités de tutorat sur mesure. Donc, parfois, on va aller directement en classe pour offrir certains ateliers, mais c'est vraiment là, en collaboration avec les autres CP, les API, qu'on va aller cibler les besoins puis qu'on va offrir tout ça à la demande. Donc, on a déjà fait du tutorat sur mesure en comptabilité, ça revient fréquemment, puis en informatique avancée dans le cadre d'un programme spécifique aussi. Donc, on est toujours à l'affût là, par rapport à ça. Donc, la formule de notre centre d'aide de la formation continue, c'est que plusieurs services sont offerts et ils sont centralisés. Donc, on offre de l'aide, comme je vous le disais, en français, en philosophie, en anglais, aussi en informatique de base, donc pour la compétence numérique, puis de l'aide à la gestion des études, donc tout ce qui est organisation, études, etc. L'horaire, il est fait pour répondre à tous. Donc, c'est un horaire de fin de journée, fin d'après-midi, entre 15h30 et 19h30. Ce sont des rencontres de 50 minutes qui sont prévues. Donc, un tuteur peut rencontrer quatre personnes là, dans cet horaire. Il y a une personne qui s'occupe de la prise de rendez-vous. Je vais vous le présenter dans un instant, mais c'est le méga tuteur. Donc, c'est lui qui va s'occuper de la prise de rendez-vous pour l'ensemble de l'équipe de tutorat. Aussi, comme je vous l'expliquais, les services sont offerts en présence et à distance. À distance, ben, c'est sur Teams, par Teams. Donc, ça va être bénéfique pour nos étudiants, mais aussi parfois pour nos tuteurs, pour la rétention aussi. C'est bien agréable là, pour eux de pouvoir faire du télétravail à l'occasion. Pour ce qui est des services qui sont en présence, ben, ça a lieu dans notre bibliothèque au deuxième étage, dans un local qui est partagé avec le Centre d'aide en français du secteur régulier. Donc, on cohabite. Eux terminent leur journée à 17 heures. On cohabite de 15h30 à 17 heures. Puis nous, on termine la journée. Et c'est vraiment bien parce que ça permet là, une mise en commun des ressources également. Donc là, voilà, notre équipe de tutorat. Ça, c'était à la session d'hiver 2024, la session passée. Donc, ça a un petit peu changé pour cette session-ci. Donc, en tant que conseillère pédagogique, je suis la coordonnatrice responsable du centre d'aide. On retrouve le méga tuteur ici, Philippe, qui va être le responsable de la prise de rendez-vous, de toutes les tâches administratives. Puis ensuite, ben, on a plusieurs tuteurs et tutrices qualifiés qui sont, c'est important de le mentionner, qui sont soit des étudiants universitaires, des finissants universitaires ou même des jeunes chargés de cours qui sont rémunérés en conséquence. Un outil très important pour le fonctionnement de notre centre d'aide, c'est l'équipe Teams, puisque c'est là qu'on va retrouver toute notre bibliothèque de ressources pour les tuteurs, mais aussi il y a des documents qui sont disponibles directement là, pour les personnes étudiantes, qui sont toutes ajoutées. Tout étudiant de l'éducation permanente est ajouté à l'équipe Teams là, du centre d'aide. Ça va nous servir aussi de faire la promotion des services. Je vais vous en reparler tout à l'heure, mais c'est un aspect super important, la promotion des services. Donc, il y a plusieurs publications qui sont faites. Puis, on a également un canal Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, quand un étudiant, une étudiante a une question, il peut aller la poser là ou faire une demande d'aide là, à cet endroit-là. Tout à l'heure, j'ai mentionné que, on organise des ateliers. Donc, ici, là, vous avez un extrait de la programmation d'automne 2024. Ces ateliers-là,
ce qu'ils veulent, c'est cibler les compétences transversales. Alors, voyez ici, mieux gérer et organiser ses fichiers numériques, la gestion des études, l'utilisation de Word, l'utilisation de PowerPoint, la préparation aux examens, l'utilisation d'antidotes, etc. Donc, ils sont répartis là tout au long de la session. Il y a plusieurs outils de travail importants qui sont utilisés au centre d'aide. Donc, d'abord, le contrat de jumelage pour les personnes qui choisissent d'être suivies là, tout au long de la session. On a un format papier, puis un format en formulaire Forms pour les personnes à distance. Donc, lorsqu'elles le signent, ben, elles s'engagent à arriver à l'heure convenue, à aviser lorsqu'elles s'absentent. Ça assure le sérieux finalement là, des personnes qui s'inscrivent. Puis les tuteurs, les tutrices prennent le temps vraiment de remplir ça à la première rencontre avec les personnes, puis ça aide vraiment le taux de participation et l'absentéisme. Pour les tuteurs, il y a également un guide de travail qui a été créé, puis ils utilisent un cahier de tutorat grandement là, inspiré de ce qui se fait déjà là, du côté du secteur régulier afin d'uniformiser les pratiques. Il est suggéré, il n'est pas obligatoire, mais les plus nouveaux tuteurs apprécient beaucoup ce cahier. À la fin de la session, on va aussi utiliser un sondage d'appréciation très important pour entendre la voix des personnes étudiantes, comprendre leur appréciation des services. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais à l'éducation permanente, on a également en place un programme d'encadrement personnalisé pour les personnes étudiantes qui ont un contrat de réussite. Alors, donc la principale mesure d'aide qui leur est offerte, c'est un accompagnement par une personne tutrice où là, l'objectif va plutôt être de cibler les lacunes au niveau des compétences transversales, puis de les renforcer au cours des séances. Donc, ils vont utiliser les outils du Cégep régional de la Naudière à Joliette, si jamais vous les connaissez. Donc, la pyramide du succès, les fiches de conseils, ce sont des outils qui datent d'il y a quelques années, mais qui sont très efficaces, qui sont très appréciés également. Ils sont simples, ça va droit au but. Donc, je vous invite à les découvrir. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure de la promotion des services, donc c'est un aspect qu'il faut pas sous-estimer. C'est à renouveler chaque session. Chez nous, ce qu'on a fait pour attirer l'attention un peu, c'est de créer un logo, de créer une brochure, des affiches, des événements promotionnels. Cette session, on avait un concours. L'année passée, on avait organisé une fête de la rentrée. On a organisé des séances photos aussi pour nos visuels. Et puis, c'est un grand travail de collaboration, notamment ben, avec les services des communications. On a un service de communication de la formation continue chez nous, les API, bien sûr, les autres services du Cégep, les services aux étudiants, les services adaptés, les centres d'aide du régulier, la bibliothèque. Ensuite, bien sûr, avec les chargés de cours, puisque ben, c'est eux qui vont faire le référencement vers le centre d'aide, ils vont faire la promotion des services, puis ils nous accueillent aussi là, en début de session lorsqu'on fait la tournée des classes, des fois en mi-session aussi également, et aussi avec mes autres collègues conseillers pédagogiques. Je pense que ça fait le tour. Voilà. Merci. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Sophie, pour la présentation très intéressante. Je cède la parole à Martine et Mohamed maintenant. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour l'invitation, Audrey. Donc, à l'UQAT, je me présente, Martine Gélina, coordonnatrice. Je suis accompagnée de Mohamed, qui est étudiant, qui va aussi vous partager son vécu. En fait, à l'UQAT, on a quand même une population étudiante, plus de 50% en formation à distance. De ces gens-là sont très majoritairement à temps partiel, à temps très partiel, parfois un seul cours par session. Ce sont des gens qui sont souvent en progression de carrière, qui veulent cheminer dans leur carrière, beaucoup de retour aux études.
On offre à l'UQAT plusieurs microprogrammes, certificats. Donc, dans cette optique-là, l'UQAT a choisi il y a quelques années de mettre en place une politique sur la conciliation famille-études. Donc, c'est de ça qu'on va venir vous parler, Mohamed et moi, aujourd'hui, conciliation famille-études. Donc, la première des choses, voilà, je veux changer comme ça. Donc, notre politique sur la conciliation famille-études a débuté en 2021 alors qu'on a obtenu un financement du ministère de la Famille à ce sujet-là, financement qui n'existe plus, soit dit en passant. Ça a été quand même un grand travail là, d'élaborer cette politique-là. Il y a une personne qui a été dédiée à ce projet-là, une conseillère en équité, diversité et inclusion. Il y a eu plusieurs consultations auprès de toute la communauté universitaire, autant au niveau des professeurs chargés de cours, personnes étudiantes. Donc, après tout ce travail d'élaboration, de consultation, la politique a finalement été adoptée en avril 2023. Et ensuite, il y a des travaux de communication qui ont été mis en place, déployer une section sur l'intranet étudiant, tout ça. Donc, on a été capable de mettre en œuvre la politique à compter de l'automne 2023. Donc, vous comprenez que ça fait une année, on vient de faire un premier tour de roue. On est encore en phase exploratoire, on s'adapte, on s'ajuste, on prend connaissance de situations qu'on n'avait pas pensées, pas prévues. Donc, c'est vraiment un travail là, de tous les instants de s'adapter. Et je tiens aussi à vous dire que à l'UQAT, on a fait traduire la politique et les formulaires en anglais parce qu'on a un volet qu'on appelle Service Premier Peuple qui s'adresse directement à nos personnes étudiantes autochtones. Et ces personnes-là ont la possibilité d'étudier en anglais. Donc, on tenait, puisque nos populations autochtones, ce sont majoritairement des gens qui font de la conciliation famille-études, on avait ce souci-là de traduire pour eux les documents. Donc, je tenais à vous dire qu'on a fait aussi ce travail-là de réflexion dans l'élaboration de notre politique. Donc, la politique, si ça vous intéresse d'aller la consulter en détail, elle se retrouve sur notre site Internet dans la section politique et règlement. En gros, les objectifs, vous allez les retrouver dans la politique, là, si vous voulez les lire plus en détail. Le premier objectif, c'était vraiment de sensibiliser la communauté de l'UQAT. Quand je parle de la communauté, c'est vraiment l'ensemble de la communauté universitaire, autant du côté des professeurs chargés de cours que de la communauté étudiante, aux réalités et aux besoins des parents aux études. Bon, je vous ai parlé un peu de la réalité étudiante qu'on vit. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, déjà des demandes de report d'examen, de report de travaux qui se faisaient de façon informelle. Donc, avec la politique, on voulait officialiser et légitimer ces demandes-là, ces mesures-là, favoriser aussi, mettre en place peut-être des échanges au niveau des bonnes pratiques, tout ça. Donc, c'était vraiment la ligne directrice de toute la politique. Au-delà de ça, ben, en fait, on voulait pouvoir offrir à nos personnes étudiantes des mesures de soutien, des congés, s'adapter à leur réalité, en fait, parce qu'on sait que la réalité des étudiants parents au niveau universitaire n'est pas la même. Donc, on souhaitait favoriser leur réussite, leur persévérance dans ce contexte-là, tout en tenant compte des limites de ce qu'on est capable d'offrir aussi. Donc, faut tenir compte aussi, des fois, il y a des étudiants qui vont demander des reports, des choses comme ça. C'est pas toujours possible pédagogiquement parlant. Donc, la politique tient compte de ça, mentionne aussi qu'il y a toujours des limites à ce qu'on peut accorder comme soutien. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail. Donc, le statut de parent aux études, c'est un statut qui s'obtient officiellement auprès du registraire. Il y a un formulaire à compléter en ligne. Le formulaire se retrouve dans les annexes de la politique. La procédure pour remplir le formulaire, vous allez trouver tout ça dans la politique. Et il y a plusieurs situations qui sont prévues dans le statut de parent aux études. Une personne enceinte depuis au moins 20 semaines peut aller chercher son statut. Des personnes qui ont une garde d'enfants euh, direct ou indirect. Donc, ça pourrait être je suis aux études, mon conjoint a des enfants. Ça fait quand même partie de ma réalité de tous les jours. Donc, lien familial direct ou indirect. Garde exclusive ou partagée. Des enfants qui peuvent être majeurs, mais qui ont une déficience fonctionnelle, un trouble grave de santé mentale, ça peut aussi être considéré. Et on a aussi inclus les proches aidants.
dans le statut de parent aux études. Donc, vous comprenez qu'au niveau de la communication, on a toujours un enjeu de s'assurer que nos messages tiennent aussi compte du statut des proches aidants, parce que la politique s'appelle politique de conciliation famille-études. Le statut s'appelle parents aux études, mais chaque fois qu'on fait des communications, on s'assure d'ajouter cet élément-là pour que nos proches aidants se sentent aussi concernés par la politique. Et lorsqu'on a notre statut, ben, il y a trois grands éléments qui peuvent être mis en place lorsqu'on est reconnu comme parent aux études à l'UQAT. Tout d'abord, des mesures de soutien parental. Ces mesures-là vont s'adresser majoritairement aux personnes qui suivent des cours, donc souvent premier cycle ou au début du parcours au cycle supérieur. Et c'est ce qu'on va appeler, souvent ça va être lié à des forces majeures. Par exemple, un exemple très, très concret qu'on vit, j'ai passé la nuit à l'urgence, mon enfant est malade, je ne suis pas en état de faire mon examen aujourd'hui. Est-ce qu'il y a possibilité de prendre arrangement pour reporter ou revoir la pondération ou peu importe? Donc, ça, ces demandes-là se font aussi à l'aide d'un formulaire. Les personnes étudiantes présentent leurs demandes directement au professeur parce que selon chaque cours, les mesures, ben, ça se peut que dans un cours, tu as eu besoin d'une mesure, pas dans l'autre. Les évaluations ne sont pas les mêmes. Donc, ça se fait de cette façon-là. Ensuite, le congé pour responsabilité familiale et parentale, le deuxième élément, va davantage s'adresser au cycle supérieur. Pourquoi? Parce que quand je parle de congé, surtout longue durée, parce que dans notre règlement sur les études de premier cycle, les personnes étudiantes ont déjà 10 ans pour compléter leur parcours. Donc, c'était déjà un temps suffisant, tandis qu'au cycle supérieur, c'était un petit peu moins long. Donc, on est venu modifier le règlement sur les études supérieures pour accorder 3 sessions consécutives de congé pour responsabilité familiale et parentale. Qu'est-ce qui est considéré comme une responsabilité familiale et parentale? Ben, un congé, une adoption ou naissance, ou encore une maladie grave ou un grave accident. Donc, ces choses-là sont mises en place. Il y a aussi des congés courte durée qui peuvent être accordés, là, évidemment, s'il arrive des choses en cours de parcours. Et enfin, au niveau institutionnel, on souhaite également mettre en place des choses pour soutenir nos étudiants parents. Qu'est-ce que c'est des mesures institutionnelles? Ben, en fait, c'est de faire de la sensibilisation au quotidien. Donc, dans nos centres et campus, on a des diapos télé qui rappellent qu'on a on peut aller chercher notre statut d'étudiants parents. On a une collaboration avec le service de pédagogie universitaire. Donc, à l'occasion, en début de session, on va s'adresser aux nouveaux profs, aux nouveaux chargés de cours pour leur rappeler cette politique-là, qu'on les encourage à avoir une ouverture face aux demandes de nos étudiants parents. À Rouyn-Noranda, tout dernièrement, on a aménagé une salle d'allaitement. Lors d'événements, on peut organiser une halte garderie. Donc, il y a différentes choses comme ça qui sont mises en place au niveau institutionnel. Et la grande mesure institutionnelle, je dirais, qui a été mise en place dans la dernière année, c'est qu'on a été approché par la TELUC pour participer à la stratégie quinquennale de sensibilisation sur la conciliation famille-études. Donc, c'est professeur Diane Gabrielle Tremblay qui avait déjà mené préalablement une étude sur la conciliation euh, travail-famille, oui. Donc là, elle poursuit son travail de recherche en y ajoutant les études dans son projet. Lorsque nous, on a publié, là, en octobre dernier, on a fait l'annonce de l'adoption de notre politique, elle nous a contacté, Madame Tremblay. Elle souhaitait s'adresser à 4 institutions d'enseignement supérieur pour mettre en place des projets pilotes. L'UQAT, on est le premier projet pilote. Donc, on a 1 an pour déployer des actions auprès de nos étudiants parents et documenter tout ça. Donc, c'est un beau terrain de jeu, un beau laboratoire où on peut se permettre de mettre en place des actions pour soutenir nos étudiants parents. On s'est permis d'embaucher une auxiliaire de recherche à temps partiel qui vient documenter les actions, qui vient récolter les données. Et on a un comité consultatif d'étudiants parents. Donc, on voulait avoir l'opinion de nos étudiants parents, aller chercher des savoirs expérientiels, c'était bien important. Donc, on est allé consulter toute notre population étudiante. On a eu quand même plusieurs personnes qui se sont montrées intéressées. Le comité a été constitué le plus possible dans un souci de représentativité, c'est-à-dire qu'on a des hommes et des femmes, on a des personnes dans nos différents centres et campus, parce qu'à l'UQAT, on a 7
7 centres et campus physiques, en plus de la formation à distance. Donc, on s'est assuré d'avoir des gens d'un peu partout. On a des gens de tous les cycles. On a des gens issus de l'international. On a une personne aussi qui a son statut autochtone. Donc, on a vraiment, vraiment une belle représentativité dans notre comité. Et sur ce, je vais laisser la parole. Je vais vous reparler ensuite, mais je vais laisser la parole à Mohamed qui fait justement partie du comité consultatif. Il va pouvoir vous parler de sa réalité d'étudiant parent. Merci Martine pour cette chute sur mon expérience en tant qu'étudiant parent. Et puis, je dirais que je suis également très heureux de participer à cette belle initiative de l'ORES, que je remercie en passant. Je voudrais déjà vous dire que la formation continue pour moi est loin d'être un retour aux études. C'est déjà un gros voyage qu'on prend à partir d'une décision qui est vraiment importante pour le restant de notre carrière, de notre vie. Et c'est un point que je voulais souligner. Et je voudrais déjà dire merci aussi à Jonathan qui a fait un joli portrait qui va me permettre de ne pas revenir sur des statistiques que j'avais prévu de partager pour montrer l'importance de la formation continue et la formation des adultes. Je vais plutôt faire mon intervention sur mon statut en tant qu'étudiant parent. Comme l'a dit Audrey, moi, je suis Mohamed Meïté. Je commençais ce projet depuis 2014. C'est vraiment important que je le précise. Et ma première inscription pour un doctorat, c'était à l'université de Djibouti en Afrique du Sud. Et pour des contraintes financières, j'ai dû l'abandonner. Déjà, pour vous montrer quelle est l'importance de bien planifier ce projet, parce que le retour aux études est vraiment un cheminement de vie. Les motivations peuvent être différentes, mais il faut déjà commencer par la planifier. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de partager un peu avec vous, être ce que j'appelle le modèle de tout ce qui vient d'être décrit par les autres panélistes. Et je me définis toujours comme un pur produit de la formation continue. Si vous regardez un peu dans ma description, mes deux derniers diplômes, notamment mon diplôme d'études supérieures et mon diplôme d'études approfondies, je l'ai fait en temps partiel parce que je travaillais déjà et j'avais déjà des responsabilités familiales. Et c'est vraiment la vraie opportunité pour moi de faire un retour en temps plein avec l'UQAD qui m'a donné cette garantie financière qui est un élément très important que Jonathan a mentionné. L'aide financière est une clé essentielle pour ce projet. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai dû faire une matrice de décision parce que il fallait, à l'intérieur de mon programme de retour aux études, il fallait y intégrer le projet de famille. Il fallait réfléchir comment est-ce que je peux embarquer dans un tel projet tout en conciliant ma vie de famille parce que j'avais déjà des enfants. Ma première fille, elle est née en 2006. Et elle aujourd'hui intégra mon projet parce que pendant que je suis aux études, elle aussi est aux études. Elle est au cégep. Donc, c'est vraiment important pour nous de vous parler de ça. Et lorsqu'on arrive à l'UQAD, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous attire? Pourquoi est-ce que on s'implique? Parce que pour nous, on a une grosse expérience derrière ces enjeux de personnes adultes qui sont aux études. Et donc, comme je le disais, sans équivoque, la formation continue des adultes est vraiment un élément essentiel pour la réussite de ces personnes-là. Euh, un point sur lequel je veux m'attarder, c'est quelles sont les clés, quels sont les leviers que moi j'ai utilisés et quelles sont les opportunités que j'ai pu saisir lorsque je suis arrivé à l'UQAD. Déjà, la première opportunité, c'est la présence d'institutions et de structures qui me permettaient de faire avancer ce projet. Parce que l'une des difficultés, Jonathan l'a dit, les personnes adultes qui reviennent aux études généralement passent dans l'institution parce qu'elles ne se sentent pas dans l'institution, elles viennent pour leur objectif. Mais moi, j'ai compris qu'il fallait forcément une implication importante de ma part pour me ressentir étudiant, pour aller chercher des leviers de soutien, pour maintenir mon degré de motivation assez élevé. Et donc, c'est ces choses-là que je suis en train de partager qui peuvent être des éléments importants dans la mise en œuvre de toute politique de formation continue pour les adultes. Il est vraiment important pour une personne adulte de pouvoir comprendre que le cheminement va forcément engendrer des défis.
Il faut aller chercher à concilier ces défis quotidiens avec son projet. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour me répéter, j'ai intégré ma famille à mon projet. Ce qui fait que tous les défis qui pouvaient être liés à la conciliation à ma famille sont intégrés à mon projet à travers une matrice que j'ai mise en place avec mon ancien manager. Je vous donne l'exemple. Moi, j'étais superviseur de la mine d'or de Bonikro exploitée par une compagnie australienne. Et j'ai eu une discussion avec mon manager. Je lui dis, je suis à 10 ans, 11 ans presque en tant que chef de service, mais je sens le besoin d'aller de l'avant. Et on a commencé à réfléchir sur ça. On a pris toute la période de Covid pour réfléchir. Et finalement, en 2021, je suis arrivé. Mon second point, je vais demander à Martine de passer. Je vais vous parler du rôle du comité consultatif. C'est vraiment, pour moi, un levier important. Parce que lorsque est née cette politique, je me dis, voici encore une excellente opportunité qui nous permet, nous parents aux études, d'aller partager notre expérience, d'aller accompagner la mise en œuvre. Parce que, certes, peut-être je me sens privilégié parce que j'ai plus le temps d'organiser mon projet, de planifier un certain nombre de choses qui m'a permis d'aller chercher des leviers, mais cela n'est pas le cas pour tous les étudiants, parents. Et nous, à travers le comité consultatif, on a deux objectifs. C'est de développer vraiment une grosse communauté d'étudiants parents, c'est-à-dire faire en sorte qu'on crée un lien pour tous les étudiants des différents campus à l'UQAT, un lien qui nous permette d'aller partager nos expériences, d'aller chercher des éléments que nous pouvons donner comme accompagnement à la politique de notre institution. Ensuite, ce comité est une force de proposition dans la mise en œuvre de la politique famille, conciliation famille-études de l'UQAT. Et cette force de proposition nous permet de mettre en place des activités, un réseautage. Nous avons créé, Martine va probablement vous en parler en détail juste après, nous avons créé des groupes Facebook, nous avons créé plusieurs choses. Nous allons chercher ce qui est la réalité parce que nous-mêmes sommes dedans. Et tous les jours que Dieu fait, nous discutons des différents enjeux. Et un élément important, c'est le référentiel culturel. Martine a fait cas. Dans ce comité, nous avons différentes personnes de différentes origines, de différentes cultures, qui est un élément important dans le retour aux études. Il faut l'intégrer, le référence culturel, parce que l'accès à l'information, la perception de l'information pour les personnes qui reviennent aux études dépend de leur référence culturelle. Et donc, je vais finalement faire un appel à plaidoyer parce que c'est mon rôle là, en tant que parent aux études, en tant que retour aux études. C'est, et je suis d'accord avec Jonathan, on se focus peut-être à apporter un soutien aux parents étudiants ou aux étudiants parents, mais il est bon aussi qu'on a regardé chez les enseignants parce que ce sont des personnes qui vont jouer un rôle important dans le retour aux études des parents étudiants. Donc, je vous dis merci. J'aurai le temps de répondre. C'est sûr que c'est en quelques minutes, on ne peut pas partager toute une vie d'expérience, mais j'aurai le temps de répondre à certaines questions et de vous dire vraiment quel est l'enthousiasme que j'ai en venant ici. Je passe la parole à Martine. Merci. Merci, Mohamed, pour ton partage. C'est vraiment très, très apprécié. Donc, je reprends le flambeau pour vous illustrer quelles actions ont été déployées à l'UQAT depuis la mise en place du comité consultatif. Donc, une des choses très importantes que je tenais à vous souligner, c'est que les personnes qui participent au comité consultatif, nous reconnaissons leur engagement par des bourses d'implication. Donc, ça pour nous, c'était bien important de reconnaître la charge de travail de nos étudiants parents. On sait qu'ils sont bien occupés et on a aussi tenu compte de leur horaire pour choisir le moment des rencontres qui se fait en soirée. Donc, ce sont les étudiants parents qui ont choisi le moment de la semaine et de la journée. Donc, tout ça a fait en sorte de favoriser la participation de nos étudiants parents et reconnaître aussi leur engagement. Et le comité avait un grand mandat qui était de cibler et mettre en place des actions qui favorisent le soutien social de nos parents aux études. Donc, le comité a choisi de mettre en place trois actions précises. Mohamed en a déjà glissé un mot. Développement d'une communauté de parents aux études par un groupe Facebook, parce que vous comprenez que puisqu'on a des étudiants en formation à distance aussi un peu partout au Québec, ça devenait difficile d'organiser des activités en présence. On en fait un peu à l'occasion, mais ça se passe surtout de façon virtuelle. On voulait
voulait aussi donner un accès gratuit à la pratique d'activités sportives et culturelles. Encore une fois, ça a été réfléchi en comité pour que ce soit équitable pour tous nos étudiants parents qui se retrouvent un peu partout au Québec, rarement en présence, souvent en distance. On a choisi de faire les choses un peu différemment et d'offrir, par le biais d'un concours, des accès à des activités qui existent dans la communauté. Par exemple, accès à des salles de spectacle, accès au cinéma, accès à la CEPAC. Donc, ça permet à nos étudiants parents, à leurs enfants et à une personne de leur entourage qui les soutient dans leurs études aussi. Parce que ça, c'est quelque chose au comité consultatif qu'on tient à souligner, l'importance de l'entourage. Ça prend un grand-papa, une grand-maman, une voisine qui s'occupe des enfants de temps en temps. Donc, les activités sportives, culturelles vont permettre aux étudiants parents de passer des moments positifs avec les enfants et ensuite de se remettre en mode étudiant avec peut-être un petit peu moins de culpabilité. Et aussi, lors de nos activités de la rentrée, on a des membres du comité consultatif qui viennent s'adresser aux étudiants pour faire valoir la politique et les possibilités qu'elle offre. Je termine rapidement en parlant de nos différents constats. Donc, je vous en ai parlé un peu, hein, la réalité de l'UQAT avec les 7 centrés campus, la formation à distance, ça a inévitablement eu un impact sur le choix des actions qu'on a eu à faire. On a eu des délais dans la mise en œuvre de la politique, donc on était très, très humble dans tout ça. Je vous ai dit qu'on avait eu le financement en 2021. La politique a été adoptée en 2023. On déploie les actions au fur et à mesure, donc on fait preuve de beaucoup de flexibilité dans tout ça. Et on s'est rendu compte que ça prenait du soutien auprès de l'institution. C'est-à-dire qu'on a le comité consultatif, on a l'auxiliaire de recherche, mais ça prend des gens à l'intérieur de l'UQAT qui viennent soutenir le comité parce qu'ils n'ont pas toutes les informations, ils n'ont pas toutes les données. Donc, moi, je soutiens le comité de façon régulière. Je vais aux rencontres du comité. On a la conseillère à la vie étudiante qui a donné un coup de main aussi. Là, notre conseillère aux communications, les finances ont été aussi impliquées pour le paiement des bourses d'implication, tout ça. Donc, c'est vraiment un grand, grand travail d'équipe. Enfin, dans les pratiques gagnantes, je vous dirais, nous, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a bien fonctionné à l'UQAP? C'est qu'on avait la vice-rectrice à l'enseignement et à la réussite, qui était notre championne, qui était prête. C'est elle qui a saisi l'opportunité du financement. C'est elle qui est allée chercher les alliés à l'interne. Donc, le fait qu'on ait une personne à l'interne au niveau stratégique qui est prête à pousser pour que les choses avancent, qui s'adresse à la gestion académique pour rappeler aux professeurs la politique, tout ça. Donc, pour nous, ça a vraiment été une pratique gagnante. Et au niveau opérationnel aussi, Sophie, tu l'as bien nommé, il faut toujours rappeler les services offerts. Ben, il faut toujours saisir les opportunités pour faire connaître la politique parce qu'on a toujours des nouveaux étudiants, on a toujours des nouveaux profs et chargés de cours. Puis, ça se peut qu'une personne étudiante ne se sente pas concernée à un certain moment de son parcours et plus tard, oui. Donc, le fait d'avoir des alliés aussi à l'interne, hein, j'ai parlé de le soutien de l'institution, ça permet aussi d'avoir des petites antennes sur les différentes opportunités qu'on peut saisir pour rappeler la politique et les avantages qu'elle peut offrir à nos personnes étudiantes. Voilà. Merci beaucoup à Martine et Mohamed pour la présentation très intéressante et complète de ce que vous faites à l'UQAT. J'enchaînerai avec la période de questions parce qu'on en a reçu plusieurs et là, il se peut que j'essaie d'en regrouper quelques-unes là, pour lesquelles je voyais qu'il y avait quand même des liens à faire. Donc, je retournerai d'emblée vers Jonathan. Ça fait longtemps qu'il a parlé, il s'ennuie. Euh, Jonathan, il y avait des questions reliées à tes données. Donc, je vais essayer de les poser un peu en vrac. Il y en avait plusieurs là, qui touchaient aux données. Des gens qui se questionnaient à savoir si les AEC et les DEC obtenus en reconnaissance des acquis faisaient partie des données présentées et si tu voyais une distinction entre les AEC de spécialisation et les AEC de perfectionnement, par exemple. Oui, je peux répondre à ça, mais j'avais regardé les questions, fait que j'ai préparé déjà des Parfait. réponses. En fait, c'est les données de la base de données des statistiques officielles sur le Québec. Donc, si c'est une inscription dans un programme, donc en RAC ou pas, ça va compter comme étant à partir d'un service de formation continue. Euh, pour étirer ma réponse, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au collégial et à l'université, la RAC fonctionne pas de la même façon. La reconnaissance des acquis et des compétences au collégial est faite sur la base des programmes et rarement sur la base d'une unité de cours parce qu'on a une approche par compétence et souvent on n'a pas une compétence, un cours. Donc c'est très difficile de reconnaître un cours spécifique.
c'est par reconnaissance des acquis, tandis qu'à l'université, ça fonctionne sous base des cours, puisque très peu de programmes sont construits à partir de référentiels de compétences, où la RAC se fait pas à partir des compétences, mais bien à partir surtout des contenus de cours. Donc ça, c'est déjà une distinction, là, tu sais, parce qu'on est universitaire et collégial, là, puis qu'on peut mettre. Et pour ce qui est AEC spécialisation ou perfectionnement, en fait, il y a oui et non. La réponse, là, c'est oui et non. SOBEC ne distingue pas, donc le système de codification des programmes des objets d'études collégiales ne distingue pas perfectionnement et spécialisation. Donc, essentiellement, c'est soit un AEC initial ou un AEC de spécialisation ou perfectionnement. Dans un document de la Fédé des Cégeps, on dit, quand tu fais un AEC de perfectionnement, voici, il faut que tu mettes perfectionnement dans le titre, puis c'est entre tendeur et tendeur à peu près. Puis si tu veux faire un AEC de spécialisation, il faut que tu mettes spécialisation dans le titre et c'est entre tendeur et tendeur. Les deux sont très très proches. On distingue mal la distinction là, entre, là, des fois c'est un peu ambigu. Et les balises de codification de 2022 publiées par le ministère, mais initiale et spécialisation-perfectionnement. Fait qu'il n'y a pas tant de distinction. Donc, on regroupe perfectionnement et spécialisation. Donc, j'utilise le terme perfectionnement, là, mais je pourrais le distinguer, puis ça dépend vraiment de quelle année on regarde quel document. Merci beaucoup, Jonathan, pour les précisions méthodologiques. J'enchaînerai avec Sophie. Tu as reçu beaucoup de questions, donc je vais aussi les regrouper. De manière générale, est-ce que les différents documents et outils que tu as présentés, est-ce qu'ils sont disponibles, partageables à d'autres établissements? Est-ce que tu es au courant? En fait, je viens d'ajouter un hyperlien là, dans la conversation vers la zone étudiante de la formation continue que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on retrouve là quand même plusieurs documents essentiels, tu sais, le guide de la rentrée, le guide méthodologique. Il y a une section sur notre centre d'aide, il y a la programmation des ateliers. Donc, il y a une sélection de ce que j'ai présenté qui va se retrouver là facilement. Puis, pour le reste, là, vraiment, j'ai présenté beaucoup de choses. Il faudrait que je réfléchisse. Mais oui, je pourrais partager plusieurs d'entre eux avec vous. Ça va me faire plaisir. Puis merci beaucoup pour l'intérêt. J'ai vu tous les messages. Je ne pouvais pas mettre de petits cœurs, mais j'en aurais mis partout. Voilà. Super, merci. Je te poserai peut-être une autre question, Sophie, puis après ça, je vais passer à Martine et Mohamed. En fait, les questions portaient surtout sur le taux de participation aux différentes activités, donc autant les capsules pédagogiques, donc le taux de participation des chargés de cours, Mhm. dans le fond, le taux d'accès là, à vos différents ateliers au centre d'aide. Quelqu'un demandait aussi, lorsque les résultats au test diagnostic des compétences numériques sont faibles? Est-ce que les gens vont chercher les ressources? Est-ce qu'ils s'inscrivent aux ateliers? Y a-t-il des incitatifs quelconques? Donc, question très large, là, il y a plein de sous-questions, mais quel est votre taux de succès ou de participation? Donc déjà, une chose importante là, qu'il faut mentionner, quand j'ai parlé des capsules pédagogiques offertes aux enseignants chargés de cours, ça se fait donc en live. C'est-à-dire que c'est pas des capsules qui sont enregistrées. Auparavant, on les faisait en présence, mais de plus en plus à distance sur Teams là parce que on réalise que ça aide tout le monde finalement au niveau de la disponibilité. Donc, c'est très variable d'un sujet à l'autre, mais en général, là, ça attire peut-être une douzaine. Tu sais, c'est dur de le quantifier pour l'instant, une douzaine de chargés de cours. Et puis, en ce qui concerne les ateliers au centre d'aide, donc c'est la même chose. Ils sont aussi offerts en direct sur Teams. Auparavant, on faisait moitié-moitié, là, tout dépendant du sujet, mais on a réalisé que c'est vraiment plus commode là, pour les étudiants d'offrir en ligne sur Teams. Donc, même si on aime les voir en présence au centre d'aide, les ateliers se font à distance sur un format on a réduit un petit peu le 50 minutes et puis on observe un meilleur taux de participation. Quelqu'un qui pose la question par rapport aux AEC, c'est pas pour rien que j'ai dit qu'on va faire des ateliers directement en classe dans les programmes d'AEC. C'est parce qu'ils sont déjà
très chargés là, dans leur horaire. Donc, en faisant ça, ben, on s'assure un petit peu plus de les rejoindre. Puis, en faisant les activités d'accueil aussi, on cible rapidement les besoins. Donc, quand la conseillère technopédagogique va faire l'atelier, ben, elle peut rapidement venir me voir et dire, ce groupe-là, ça va prendre de l'accompagnement supplémentaire. Donc, on fait des choses sur mesure. Puis aussi, ben, avec la pause commune du mercredi après-midi, ça aide vraiment aussi là, à la participation. Puis, ben, il y a toujours des étudiants qui vont saisir la chance qui s'offre à eux dès le début. Puis, il y en a d'autres qui font un petit peu plus travailler là, pour aller chercher. Et puis, oui, le test d'habileté numérique, je me souviens plus c'était quoi la question. Ah oui, oui. Alors, oui, on a un suivi là, quand même assez serré pour les personnes qui ont, là, je me souviens plus des barèmes, là, on leur dit quelque chose comme si vous avez eu 80% et plus, c'est bon. Vous pouvez assister, bien sûr, aux ateliers si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation. Puis ceux qui sont en deçà de 70, je pense. Là, on a un suivi, on leur demande en fait de prendre rendez-vous. Puis s'ils le font pas, on va aller les chercher. Puis là, ça devient plus obligatoire à ce moment-là. Mais ça se Merci. fait à distance. Merci beaucoup pour les réponses. Très intéressant. Je pense que ça, il y a eu quand même beaucoup d'engouement pour toute l'offre de services que vous avez à Marie-Victorin. Je pense que les gens ont trouvé ça bien inspirant et aimeraient faire de même dans leur établissement. Je me tourne vers Martine et Mohamed. En fait, il y avait une question à savoir si une telle politique avait inspiré peut-être, là c'est plus au niveau des ressources humaines, là, mais un type de politique semblable pour les membres du personnel, le corps professoral. Est-ce que ça existe? Puis je vais avoir une sous-question par la suite. Pour le moment, la politique s'adresse exclusivement aux personnes étudiantes qui, on comprend bien, sont dans un cadre assez précis, leur parcours. Ceci étant dit, l'UQAT, faisant partie du réseau de l'UQ, offre quand même une certaine conciliation famille-études, c'est-à-dire qu'il y a des congés personnels, congés pour responsabilité familiale, ce genre de choses-là. Donc, c'est plus de ce côté-là que la flexibilité, la conciliation famille-études va s'offrir aux membres du personnel, professeurs chargés de cours. Donc, en ce moment, il n'y a pas eu de besoin nommé, ressenti de déployer la politique du côté des membres du personnel. Parfait, merci. Puis j'ai peut-être une question aussi pour Mohamed, à savoir, dans ton expérience de parent étudiant qui est impliqué sur le comité, c'est quoi les défis qui restent à surmonter, tu dirais les principaux défis vers où, qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus ou qu'est-ce qui reste difficile à faire en tant que membre du comité pour faire avancer les choses? Oui, merci Audrey. C'est une question qu'on se pose toujours et puis Martine pourrait être d'accord avec moi. Euh, L'un des gros défis, c'est déjà avoir une personne, un point focal comme Martine le fait pour essayer de faire comprendre tout ce qu'on prend comme décision. Parce que c'est sûr que dans le comité, les décisions que nous prenons sont des décisions d'étudiants parents. Et donc, après, il faut pouvoir travailler à le concrétiser dans la mise en place de la politique. Comment est-ce qu'on fait de telle sorte que cette décision que nous générons en termes de proposition de force puisse vraiment prendre leur place? Parce que c'est là l'enjeu. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans mon intervention, je dis, dans ce couple-là, de mise en place de politique parents-études, l'autre maillon important reste l'enseignant. Parce que on n'oublie pas, lorsque Martine a développé tout le projet, l'enseignant reste la personne à laquelle il faut s'adresser lorsque on a besoin d'avoir les, les bénéfices de cette politique. Donc, ça peut être un défi. Je pense que dans notre dernière réunion où Martine était, on a pris le temps de discuter longuement sur des sujets particuliers que nous-mêmes, membres du comité, avons mis en face. Et son cahier était bien rempli là pour aller parler de ça à bon endroit. Ça peut être le défi majeur. Le reste, il reste que les, les questions les questions liées au statut d'étudiant parent peuvent avoir des particularités comme je l'ai dit, qui sont attachés à un référentiel culturel. Donc, il faut aller pouvoir les dresser de manière globale. Donc, ce sont des petits défis qu'on peut retrouver dans ce projet-là. Encore une fois, merci. Et puis, je pense que peut-être on aura le temps de dire merci. Et puis, je laisse encore Martine toujours
euh, faire la vente de cette politique dont je bénéficie, moi. En passant, j'ai mon statut d'étudiant parent qui me rend très fier et légitime à l'UQAT en tant qu'un vieil étudiant. Un étudiant parent très satisfait. Merci beaucoup, Mohamed, pour tes précisions sur les défis que vous rencontrez au comité. Je me tournerais peut-être, tu as mentionné quand même l'importance des enseignants, des enseignantes qui sont aux premières loges. On a parlé de la première ligne, là, Sophie aussi en parlait. Il y a une question qui avait été posée, puis je crois qu'elle s'adresse à Jonathan. Parce que tu as parlé un peu là, de l'importance et surtout du parcours de ces enseignants-là qui arrivent comme chargés de cours. Euh, Quelle est ta perception ou si tu as pu recueillir des données par rapport à l'accompagnement des conseillers et conseillères pédagogiques envers le personnel chargé de cours? Parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup, beaucoup de CP en appui aux chargés de cours. Oui, puis j'en connais quelques-uns. Donc là, je parle en général, puis dans un donc tout ça, c'était bien entendu anonyme, là, les données que j'ai recueillies. Mais dans l'équation qui se produit, je dis que les chargés de cours n'ont pas, ni les enseignants n'ont pas un lien fort avec l'institution, mais ils ont un lien fort avec deux personnes, les chargés de cours ou les enseignants. Le prof temps plein à la formation continue, c'est conventionné, là, ce qu'on nomme le CFC, là, donc souvent il y a un prof pour certains programmes qui est dégagé pour faire ses activités à 100% à la formation continue, qui devient un point pivot important, et le responsable de programme ou le CP responsable de programme qui a des fois le rôle de responsable de programme, de conseiller pédagogique, d'API, de toutes sortes d'autres rôles à la formation continue. Parfois, il y a des API, parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est cette personne-là. Et elle est vraiment vue comme la détentrice, je le féminise, là, désolé, messieurs, mais comme la détentrice de l'information. Elle est moins mobilisée pour des conseils pédagogiques, des stratégies d'évaluation ou des stratégies d'enseignement. Elle est beaucoup plus mobilisée pour est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est quoi la règle? Quand est-ce que je remets mes notes? Et pour ces petits détails-là, c'est comme ça devient comme le gardien ou la gardienne du guide ou des politiques internes. Donc, euh, effectivement, là, je vois pas toutes les FC collégiales qui ont un prof pivot, effectivement. Puis c'est pas tous les programmes qui l'ont. C'est conventionné, il y en a quelques-uns dans le réseau. Il y a des collèges qui ont un plus gros volume de formation continue qui en ont. Mais ce prof-là devient souvent super important pour transférer, pour relayer, parce que les collègues se voient pas, ils ne se parlent pas nécessairement. Mais le rôle du conseiller pédagogique ou de la conseillère pédagogique est fondamental et il va être à géométrie variable en fonction des besoins de les enseignants. Et notamment quand il y a des programmes qui se donnent en formule hybride, à distance, en présence avec le télétravail, ça devient très difficile. Puis c'est des données que j'ai recueillies. Les profs me disaient, mais avant, quand on était tous en présence, c'était facile. Tu débarquais dans son bureau, puis là, tu posais deux, trois questions, tu réglais ton problème. Là, je suis en train d'enseigner. Là, pendant ma pause, je voudrais la voir. Là, il faut que je me connecte sur Teams. J'ai même pas de bureau parce que les chargés de cours ont souvent pas de bureau ou c'est un bureau partagé et que ça devient compliqué. Fait que la proximité de cet intervenant-là qui est de première ligne est vraiment, vraiment importante pour soutenir les chargés de cours, transférer l'information. Sophie, Martine, tout ça, vous parliez de donner de l'information aux profs, puis Mohamed, tu dis c'est la première ligne. Effectivement, les profs me le disent, j'ai plein d'étudiants qui viennent me voir pour toutes sortes de problèmes, puis je sais pas toujours quoi faire. Donc, d'avoir cette information-là, de se la faire répéter, de se la faire donner, c'est très, très, ça devient un enjeu qui est super important pour des profs qui font plein d'autres choses aussi en même temps, des fois qui sont pas à temps plein comme enseignants, puis ça aussi, faut le comprendre. Puis j'avais une question, je voulais juste pas rater la dernière question quand j'avais pas répondu. Là, on me parlait, c'était quoi la solidarité intergrappe? En fait, c'est la définition de cluster que je voulais pas utiliser en anglais, mais les étudiants sont dans un groupe, mais leur solidarité va pas au groupe en entier. Va à une petite clique, souvent, leurs amis. Donc, quelques éléments sur une cohorte, par exemple, de 15, 20, 30 étudiants, ben, il y a quelques groupes, là, il y a quelques cliques. Donc, c'était une façon de présenter ce qu'était, là, leur solidarité va à leur petit groupe ou groupuscule à l'intérieur de la cohorte.
Merci beaucoup pour l'éclairage et la petite précision de grappe. Ben, j'en profite peut-être pour, s'il y en a d'autres qui voulaient réagir sur la question peut-être du soutien des CP aux personnes chargées de cours ou Ben, je suis complètement d'accord avec ce que Jonathan a mentionné. C'est ce qu'on observe également. Donc, oui, on est la personne ressource. Souvent on dit, ben, les étudiants, la personne ressource, c'est leur API, puis les chargés de cours, la personne ressource, c'est leur CP. Donc, oui, on sert aussi à répondre à toutes sortes de petites questions. Puis, je suis d'accord avec toi, Jonathan, que pour une personne qui est toute nouvelle, qui a un seul cours, c'est énormément d'informations à intégrer. Puis, mais heureusement, au centre d'aide, ils peuvent aussi répondre à toutes ces questions-là qui viennent des étudiants. Donc, eux aussi sont rendus vraiment experts pour toutes les sous-questions. J'ajouterais aussi un élément, si tu me permets, Audrey, par rapport à la conciliation famille-études, parce que je pense qu'on est tous d'avis que souvent les personnes étudiantes en formation continue ont une réalité familiale à concilier. En fait, les avantages chez nous d'application de la politique, ça a été de venir documenter. On en a combien des étudiants par an? Parce que c'est pas une question qu'on pose d'emblée à l'admission. Donc, ça permet ensuite de s'adapter à ça, de pouvoir dire à nos professeurs chargés de cours, ben, des étudiants par an, on en a tant de pourcentage à l'UQAP. Tu vas devoir, c'est à peu près assuré que tu vas recevoir des demandes, tout ça. Et on a un comité de suivi aussi qui a été mis en place pour la politique, s'assurer de son application, sa mise en œuvre, ça nous permet de s'adapter et ça permet aussi aux professeurs et chargés de cours. Des fois, c'est arrivé là, dans la dernière année qu'il y a des profs chargés de cours qui sont venus cogner à ma porte puis qui ont dit, j'ai une étudiante qui me demande telle mesure, ça fait-tu du sens, c'est-tu réaliste? Donc, on travaille vraiment tout le monde en collaboration pour pas que le professeur se sente tout seul dans cette réalité-là, qu'il sente qu'il est le seul à recevoir ce genre de demande-là. Et dans notre idéal, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est peut-être un répertoire des bonnes pratiques, tel type de mesures demandées habituellement, de quelle façon on peut y répondre. Donc, on est, comme je vous dis, c'est notre premier tour de roue, là. On est encore en train de s'adapter, mais c'est des choses qu'on souhaite mettre en place pour mieux accompagner aussi les professeurs et chargés de cours qui sont en première ligne. absolument. On le répète, hein, parce que c'est vrai, mais effectivement, donc il y a quand même, là, il y aura moyen de soutenir aussi au niveau de la connaissance de la politique, puis aussi de la mise en œuvre de quel type de mesures de soutien. C'est super intéressant. J'aurais comme une dernière question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis je veux prendre le temps aussi de terminer le webinaire, mais peut-être rapidement, parce que c'est une grande question. Peut-être que je lance un piège. Quelqu'un qui nous demandait la question de la formation à distance. Est-ce qu'elle est un facteur de, tu sais, on dit que c'est un parcours qui peut être flexible, qui peut particulièrement être intéressant pour des personnes adultes en retour aux études qui ont d'autres responsabilités, conciliation, famille, travail, études. Mais est-ce qu'on a une idée de votre expérience ou de données de recherche sur la persévérance dans ces programmes-là? Est-ce que les gens diplôment de ces programmes-là au même titre que des programmes en présence? Grande question que je lance à tout le monde. Euh, j'ai, j'ai pas de, c'est rare, c'est très difficile dans la littérature scientifique. J'ai cherché, là. Moi, je suis pas un adepte de la formation à distance, là, je le dis, là. Je pense que ça peut être pratique, là. J'ai fait, comme Mohamed, j'ai fait mon doc à distance, mais il me manquait quelque chose, comme d'un point de vue social, pas juste réussite académique, là, d'un point de vue de réussite sociale et réintégration que je trouve un peu... et comparer deux solutions, 100% distance, hybride et dans un même cadre, c'est très complexe à faire. C'est souvent très orienté. Donc, c'est ça. C'est souvent très orienté. Puis ouais, j'arrive pas à mettre la main sur des bonnes données. Parce qu'il y a toutes sortes d'éléments, accessibilité, réussite, flexibilité. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui sont à prendre en compte, autant en présence qu'à distance. Le type de personne, certains de mes étudiants m'ont dit, Hey, j'ai commencé à distance parce que puis j'ai abandonné. Puis quand c'est revenu en présence, j'ai continué puis j'ai persévéré. Fait que là, c'est anecdotique, là. Je peux pas le baser, mais
C'est vraiment très, très large comme question. Bon, Bon, moi, ben, je peux quand allez-y. même faire rapidement un petit partage parce que moi, j'ai eu le temps d'expérimenter les deux. Comme je l'ai dit, mon premier doc, j'étais inscrit à l'Université du Tuti en Afrique du Sud. C'était en formation et j'avais un mois parce que j'étais en position en tant que chef de service environnement dans une MIT. Et j'avais un mois pour me rendre en Afrique du Sud pour faire mes travaux d'analyse. Donc, un mois en plein temps en Afrique du Sud. Mais je vais vous dire que ça a été l'un des facteurs qui a fait que j'ai abandonné. Parce que je suis conscient que quand je revenais de ces un mois, les autres, les autres périodes, je faisais plus grande chose. C'est vrai, je suivais les cours, je faisais des réunions avec mon superviseur, mais c'est vraiment important. Et je l'ai dit, l'un des éléments que je mentionne, c'est vrai, on parle des enseignants, mais la présence dans l'institution de levier. Et moi, j'avoue que pour mon projet, c'est parce que je l'ai trouvé à l'UCAT, des leviers qui me permettaient de m'impliquer, de me sentir étudiant et d'être vraiment dans la chose pour booster. Je suis à ma dernière année de doctorat. Comme je l'ai dit, je suis surpris que je passe en file droite. Et c'est vraiment important de le mentionner. Moi, je sais que je n'ai pas encore d'idée de statistiques, mais mon expérience, je la partage. C'est clair qu'il y a forcément un impact lorsque on est en présentiel, lorsqu'on se sent étudiant, lorsqu'on partage, lorsqu'on est impliqué, lorsqu'on n'est pas comme visiteur à l'université. Moi, lorsque je suis arrivé, je suis le président de la section ICM, Institut du Canadien de Mines et Pétrole, la section universitaire de l'Abitibi. Je disais à mes enfants, oh, c'est bon, je suis encore aux études parce que je suis impliqué, je suis invité. Ce sont des choses qui permettent de maintenir la motivation, le niveau de motivation élevé et qui permettent d'aller chercher l'accomplissement. Voilà. Donc, c'est des choses que je voulais partager sans statistiques, bien sûr. Merci beaucoup, Mohamed. Jonathan, tu voulais rajouter un truc? Ouais, c'était pas pour la formation à distance. C'est vraiment quelque chose que je veux nommer, puis pour moi, c'est important. Il est dommage pour la formation continue collégiale que la structure d'expertise puis d'ancienneté du collège, la convention collective, fait que les profs, les chargés de cours qui sont là depuis plusieurs années, on les incite à passer au régulier, puis on perd cette expertise-là qu'ils ont développée. Tout le travail que Sophie fait avec sa gang de chargés de cours, son mentorat, ben, c'est pour finalement possiblement perdre ces enseignants-là au bout de 2, 3, 4 ans parce qu'ils ont des conditions de travail beaucoup et de beaucoup supérieures lorsqu'ils passent au régulier. Et ça, c'est mon message politique là, à la fin, là, mais pour moi, c'est une aberration qu'on ne qu'on ne soutienne pas l'expérience de ces chargés de cours-là spécifiquement auprès d'une clientèle adulte, puis qu'on leur permet pas de faire une carrière correcte dans ce secteur de formation-là, super spécifique. On ferait pas ça en formation générale des adultes au niveau secondaire, que de trimballer des gens d'un bord puis de l'autre avec les jeunes puis avec les adultes. Puis là, on le fait au collégial et je trouve que c'est dommage, en fait. Ben, merci, Jonathan, pour ce commentaire-là très pertinent. Puis je me permets de faire un lien aussi avec des propos dans notre dossier sur la formation continue à l'ORES, là, toute la question de la valorisation de la formation continue qui est malheureusement invisible dans le réseau collégial. Puis ben, à l'université, c'est un peu différent, mais quand même, là, tu sais, il y a de plus en plus de programmes courts, mais est-ce que ça a la même valeur dans la perception que des gens peuvent en avoir? Donc, malheureusement, faut effectivement redorer un peu le blason. Je dois terminer malheureusement parce que je ne veux pas non plus empiéter sur l'heure du dîner de tout le monde. Donc, rapidement, ben, je vous remercie, Jonathan, Mohamed, Sophie et Martine, pour vos partages super intéressants. J'en aurais pris plus, mais c'est toujours comme ça doit avoir une fin. Euh, je vous partage à l'écran rapidement là, des ressources supplémentaires, peut-être si le sujet vous intéresse, des pratiques inspirantes qui ont eu lieu à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec en Outaouais pour favoriser l'accessibilité des études supérieures aux personnes qui n'ont pas de diplôme collégial ou universitaire. Donc, vous pouvez aller le consulter là.
et aussi un jeu qu'on a créé pour vous aider à découvrir des obstacles et des facilitateurs d'un retour aux études pour les personnes adultes. Donc, vous pouvez aller consulter ça et vous amuser. Des fois, ça se fait bien un vendredi après-midi. Et enfin, vous allez recevoir dans les prochaines minutes un questionnaire par courriel d'appréciation du webinaire. Donc, on vous remercie. On sait qu'on vous en demande beaucoup, mais de prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour nous aider à améliorer notre formule de webinaire. Si vous voulez consulter le dossier sur la formation continue, l'ensemble de nos contenus, c'est sur notre site web. Vous pouvez également vous inscrire à notre infolette si ce n'est pas le cas ou nous suivre sur les médias sociaux. Alors, au nom de l'ORES, je vous remercie énormément, panélistes et personnes participantes, pour ce beau webinaire, ce beau moment. Et je vous souhaite un bon dîner et à une prochaine fois. Merci, au revoir.